Chapitre sur la santé numéro 2. On va voir comment extraire des espèces chimiques. Ces espèces chimiques sont présentes dans des plantes, dans des minerais, des alliages, des roches. Il existe différentes techniques que l'on va essayer de comprendre et de décrire. Tout d'abord, pour comprendre ces techniques, on doit d'abord connaître quelques propriétés des espèces chimiques. Les espèces chimiques sont plus ou moins solubles dans des solvants. On peut dissoudre des solides, comme le sel, le sucre, ce cachet d'aspirine. On peut aussi dissoudre des gaz ou des liquides. Par exemple, le cidre contient un solvant qui est l'eau, et dans ce solvant on a un gaz dissous, le dioxyde de carbone, et de l'alcool sous forme liquide. Alors, on ne peut pas dissoudre n'importe quelle espèce chimique dans n'importe quel solvant. Il existe pour toute espèce chimique une limite qu'on appelle la solubilité. Au-delà, donc, impossible de dissoudre le soluté dans le solvant. Alors, cette limite de solubilité dépend de l'espèce chimique et du solvant. Par exemple, dans l'eau, la solubilité du sel est de 360 grammes pour 1 litre, alors que pour le sucre, elle est de 2000 grammes. La température ici est notée, car la solubilité d'une espèce chimique augmente avec la température. Si on est sous la solubilité, la solution obtenue, par exemple ici de l'eau salée, est homogène. Dès qu'on dépasse cette limite, le sel supplémentaire ne peut plus se dissoudre. On a une solution dite hétérogène, solution qui est aussi saturée en sel. Autre propriété importante pour comprendre l'extraction, la miscibilité. Deux liquides sont miscibles ou se mélangent si, lorsqu'on les met ensemble, ils ne forment qu'une seule phase. Donc, par exemple, l'eau et l'éthanol sont miscibles. S'ils sont non miscibles, ces deux liquides, comme l'eau et l'huile, on verra alors deux phases. Pour prévoir la phase du dessus et du dessous, on regarde la densité de ces espèces chimiques. L'espèce chimique la moins dense, ici l'huile, sera au-dessus, et l'espèce chimique la plus dense sera en dessous. Si on fait ce test avec deux liquides incolores, pour pouvoir distinguer les deux phases, on mettra des volumes différents. Autre propriété importante pour les espèces chimiques, c'est la masse volumique. On peut définir la masse volumique aussi pour un mélange, une solution, un minerai, un alliage. Cette masse volumique, c'est le rapport entre la masse et le volume. C'est aussi la masse d'un litre d'une espèce chimique. Les unités, donc M, est soit en grammes, soit en kilogrammes. V, le plus souvent, est en centimètres cubes ou en litres. Et du coup, on va voir dans un premier cas ici, ρ en grammes par centimètre cube, ou ρ ici en kilogrammes par litre. Quelques exemples, la masse volumique de l'eau, c'est une référence, c'est 1 g par centimètre cube. Celle du fer est beaucoup plus élevée, 7,86 g par centimètre cube. Celle de l'eau de mer, environ 1,025. Elle dépend du taux de sel dans l'eau, c'est-à-dire la salinité. Ce qu'on peut rajouter, c'est que cette masse volumique, elle dépend de la température. Par contre, pour des espèces chimiques, c'est-à-dire des corps purs, cette masse volumique est bien définie, elle permet donc de les identifier, alors que pour un mélange comme l'eau salée, la masse volumique, elle dépend de la concentration en soluté, c'est-à-dire ici de la masse de sel dans
1 cm3 d'eau de mer. Donc attention ici au calcul, bien vérifier les unités de la masse et du volume, ce qui suppose que vous connaissiez bien vos conversions de grammes en kilogrammes et vice versa, et bien sûr que vous connaissiez vos conversions entre litres, millilitres, mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes. Je rappelle qu'un centimètre cube correspond aussi pile poil à 1 millilitre. La densité. Tout à l'heure on a parlé de densité lorsqu'on avait de liquide non miscible. Par définition, c'est le rapport entre la masse volumique de l'espèce et la masse volumique de l'eau. On obtient la densité d'une espèce chimique. Comme c'est un rapport de masse volumique, on obtient une grandeur sans unité. La masse volumique de l'eau étant égale à 1, on divise la masse volumique de l'espèce par 1, on obtient D. On peut se dire que ça ne sert pas à grand chose, parce que finalement la valeur de D serait égale à celle de ρ. Sauf que vous savez qu'à la température, l'eau se dilate, et donc la masse volumique de l'eau dépend de la température. Donc en réalité, elle n'est pas toujours égale à 1. Cependant, c'est ce qu'on prendra assez souvent comme référence, voire quasiment tout le temps d'ailleurs. On voit aussi quelques exemples de densité de métaux. On sera amené aussi à mesurer la masse volumique de certaines espèces chimiques. Premier cas, on a affaire à un solide. On va utiliser la méthode du déplacement d'eau. Alors comment ça fonctionne? On prend une éprouvette dans laquelle on place un certain niveau d'eau. On note ce niveau d'eau. Ici par exemple A. On place délicatement le solide dans l'éprouvette. Donc comme ce solide prend de la place, le niveau d'eau va augmenter. La mesure maintenant est B. Le volume du solide, c'est B moins A. Bien sûr, cette méthode ne fonctionne que si le solide peut passer dans l'éprouvette. Il faut aussi bien vérifier que le solide soit entièrement immergé et faire en sorte que lorsqu'on place le solide dans l'éprouvette, il n'y ait pas d'éclaboussure ou de perte d'eau. Il faut faire attention aussi à ce que lorsqu'on place le solide, on ne dépasse pas le maximum de graduation. Après, ou plutôt avant, ce qui sera sec, on a pesé le solide, donc on pose directement le solide sur la balance, et la masse volumique c'est donc M divisé par V. Pour mesurer la masse volumique d'un liquide, une petite erreur ici, alors, on utilise une éprouvette granulée. Alors, deux méthodes, la première qui est décrite ici, on pose l'éprouvette sur la balance, on note sa masse, on enlève l'éprouvette de la balance, on verse le liquide dans l'éprouvette. Généralement, on remplit l'éprouvette jusqu'à la graduation maximum pour plus de précision. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de liquide sur la balance ou sur les bords de l'éprouvette. Si c'est le cas, on essuie. On repose l'éprouvette remplie de liquide sur la balance, on obtient une nouvelle masse. La masse du liquide, c'est donc la masse après, moins la masse avant. Exemple ici, la masse volumique de ce solide, c'est la masse d'après, 148,93, moins la masse d'avant, 43,28, et on divise par 100, c'est-à-dire le volume de liquide que j'ai mis dans l'éprouvette. Pour éviter cette différence de masse, on peut aussi faire la tare, c'est-à-dire on pose l'éprouvette sur la balance, on appuie sur le bouton tare, donc ça affichera 0. On remplit l'éprouvette du liquide, on la repose, la masse affichée sera donc directement celle du liquide. On peut maintenant arriver donc à la partie extraction proprement dite. Première partie, l'extraction directe. Ça veut dire qu'on utilise un solvant et que ce solvant va directement extraire les espèces qui nous intéressent
à partir de solides. Par exemple, on va extraire donc ici l'arôme et le colorant d'une plante pour faire une tisane, un café ou un thé. Alors, cette technique ici s'appelle, vous la connaissez, l'infusion. Donc ça se fait à chaud, c'est-à-dire qu'on place la plante dans l'eau chaude. Ici, autre technique, on laisse macérer des fruits dans du rhum. C'est l'alcool du rhum qui va, à froid cette fois-ci, extraire les arômes de l'ananas ici ou des bananes. Alors pourquoi ça fonctionne? Il faut plusieurs conditions. Il faut bien sûr que l'espèce chimique à extraire soit soluble dans le solvant. Donc on choisit une solubilité importante. Il faut éviter toute réaction chimique entre les espèces que l'on va plonger dans le solvant et ce solvant. Si on dispose de plusieurs solvants, quand c'est l'eau, il n'y a pas de souci, mais si ce sont des solvants plus spécifiques qui peuvent être plus dangereux, à ce moment-là, on choisit le moins nocif de ceux qui peuvent nous intéresser. Lorsqu'on a réalisé l'extraction par solvant, l'espèce chimique est dissoute dans ce solvant, mais il reste d'autres parties. Par exemple, si on veut dissoudre un colorant ou un arôme d'une plante, il va rester une partie de la plante dans le solvant. Il faut donc filtrer. Alors, vous avez ici la filtration sous vide. Cela consiste simplement donc à placer la plante et le solvant dans ce Büchner, donc le mélange hétérogène, et de créer une aspiration. Alors ici vous avez l'exemple de la trompe à eau. Au laboratoire, on a des appareils électriques qui font l'aspiration des pompes. Donc ici, on place le filtre, on l'humidifie, on verse le mélange hétérogène dans le filtre Büchner, et après donc on crée l'aspiration, et normalement on récupère ici le filtrat avec bien sûr le solvant et l'espèce chimique qui ici est dissoute. Autre technique d'extraction, l'extraction liquide-liquide. Un solvant 1 contient une espèce chimique qui est dissoute, et on va l'enlever, c'est-à-dire l'extrait du solvant 1 avec un solvant 2. L'extraction se fera toujours dans une ampoule à décanter. Alors il faut plusieurs critères. Il faut que les deux solvants, le 1 et le 2, ne soient pas miscibles. Il faut que l'espèce chimique qui était présente dans le solvant 1 soit plus soluble dans le solvant 2 que dans le solvant 1. Bien sûr, il ne faut pas que l'espèce chimique à extraire réagisse avec le nouveau solvant qu'on va utiliser. Et si il y a plusieurs solvants du possible, on choisit donc le moins dangereux. Comme on va avoir affaire à deux solvants non miscibles, il est intéressant de connaître leur densité pour savoir lequel sera au-dessus et lequel sera en dessous. Voici un exemple. On a du dione dissous dans une solution aqueuse, donc aqueuse on pense à l'eau, dans une fan de cuivre, et on va l'extraire, ce diode, grâce à du cyclohexane. Donc on place un pot décanté dans son support, on place toujours ici donc un récipient en dessous, donc au cas où ça coule, on ferme le robinet, et là j'ai introduit la première solution.
Là, c'est la solution qui contient le diode. On ajoute ensuite le cyclohexane, qui est dans cet exemple notre solvant extracteur. Alors, on voit déjà que sa couleur a changé. Une partie du diode présent dans l'eau est passée dans le cyclohexane, mais ça ne suffit pas. On va devoir boucher l'ampoule, la tirer de son support et l'agiter. Quand on agite, on n'oublie pas de dégazer de temps en temps, sinon la pression sera trop forte et ça peut gicler malheureusement. Donc on agite pourquoi? De façon à ce que le diode soit en contact avec le cyclohexane. Le diode a le choix entre l'eau et le cyclohexane, mais comme il est peu soluble dans le cyclohexane, il va y passer. On fait ça plusieurs fois, ensuite on laisse reposer, et on peut voir après une décantation que tout le diode est passé dans le cyclohexane. L'avantage maintenant, c'est qu'avec l'ampoule, on peut faire couler simplement donc une des deux phases dans un récipient et l'autre phase dans un autre récipient. Alors pour le faire, n'oubliera pas d'enlever le robinet. On pourrait aussi se dire, bah, c'est bien, on a fait passer une espèce chimique d'un solvant à un autre, mais comment on fait pour n'avoir que l'espèce chimique? Dans l'exemple précédent, la température d'ébullition de l'eau est de 100 degrés, et l'eau n'est pas très volatile. Le cyclohexane s'évapore beaucoup plus facilement. Donc pour récupérer donc l'espèce chimique qui nous intéresse, on va simplement faire s'évaporer le cyclohexane. C'est vrai donc à chaque fois qu'on veut récupérer l'espèce chimique dissoute dans un solvant. Un exemple d'exercice, quel solvant choisir? Donc on a une espèce chimique qu'on veut extraire. Donc généralement, cette espèce chimique vient d'une plante, donc elle est en solution aqueuse. On veut l'enlever de l'eau. On a 3 solvants en disposition. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 2 conditions importantes pour que l'extraction se fasse. Que nos 2 solvants, l'eau et l'autre, soient non miscibles. Là déjà on peut enlever l'éthanol. Ensuite, que l'espèce chimique à extraire soit plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant d'origine. Donc dans le solvant d'origine c'est très faible, dans le chlorométhane aussi, donc comme ici la solubilité est très bonne, bah, c'est l'éther d'éthylique qui va être choisi. Je rappelle les 2 conditions. Le benzaldéhyde y est très soluble, et ensuite ce solvant extracteur n'est pas miscible avec l'eau. Voilà ce qu'on aura si on utilise le poulet décanté. Après agitation, on aura l'éther et le benzaldéhyde dans la phase du haut, et la phase aqueuse en dessous. Comment je repère ça? Bah, tout simplement, l'éther diéthylique est moins dense que l'eau. Donc voilà pourquoi il est placé au-dessus. Autre technique d'extraction, l'hydrodistillation. Voilà le schéma du montage. On place dans un chauffe-ballon un ballon à fond rond, de l'eau et une plante, ici c'est la lavande. Et ensuite on a le tout à ébullition. Alors, on peut utiliser cette petite animation pour décrire cette technique. Donc voilà le nom des composants. On chauffe, on fait circuler
de l'eau dans le réfrigérant. Et ici, on récupère l'huile essentielle. On va la remontrer, parce que c'était un petit peu rapide. On va le réfrigérer en haut. On peut placer ici une éprouvette ou un Erlen, peu importe. Alors l'ébullition fait que l'eau va s'évaporer ici, elle va entraîner avec elle les principes odorants de la plante, c'est-à-dire l'huile essentielle. En haut c'est bouché, les vapeurs n'ont pas le choix, elles passent par ce réfrigérant. L'eau qui circule autour est froide, donc les vapeurs se condensent et vont tomber donc ici. Et récupère ici deux phases, huile essentielle et l'eau. Voilà le schéma ici, avec l'entrée d'eau, la sortie d'eau. Important ce que vous ferez les branchements. Et merci à ces quelques contributeurs.